Célèbre les 10 ans du RMT Alimentation locale, une grande aventure. On se réjouit de vous accueillir, l'INRAE et la FR CIVAM Bretagne, ainsi que tous les partenaires qui ont contribué pendant 10 ans. Installez-vous, je serai un peu votre fil conducteur des 2 jours. Et donc, je prends quelques minutes pour qu'on s'installe avant de lancer l'introduction et lancer la matinée. Je suis donc Laurence Gravel. Je suis salariée à la Fédération régionale des CIVAM de Bretagne, qui est une association d'éducation populaire qui travaille avec les agriculteurs, agricultrices et aussi tous les acteurs, actrices du monde rural, donc ici en Bretagne. Je voulais vous dire qu'on est une petite équipe de coordination qui pourra répondre à vos questions pendant ces 2 jours. On a des petits cordons roses a priori et puis un petit bandeau bleu. Donc, en tout cas, si vous avez des questions ou des commentaires, des besoins, vous n'hésitez pas à venir vers nous pendant tous ces 2 jours. Aujourd'hui, on est, si tout le monde qui s'est inscrit passe aujourd'hui, on sera près de 160 personnes à passer dans cette journée, francophones et anglophones, et sans doute d'autres langues. Mais on partagera aujourd'hui la journée en français, mais aussi en traduction, avec une délégation de personnes qui sont affiliées au projet Cornet, dont on vous expliquera dans la matinée. Mais en tout cas, bienvenue à elles et à eux. C'est donc pourquoi je fais un petit point logistique et technique, parce qu'on est dans une grande salle du conseil, et il va y avoir des propositions des choses qui seront dites ce matin, à laquelle vous pourrez réagir à des moments précis. Vous avez donc un petit dispositif de micro devant vous, pour vous dire que seuls les boutons de droite sont nécessaires. Aujourd'hui, on ne votera rien. Ainsi, quand vous avez besoin de parler, vous appuyez sur le petit micro qui est sous le petit bouton micro. Vous parlez et techniquement, c'est magique et ça fonctionne. Et pour les personnes qui ont un casque et qui ne parlent pas français, for people who needs English translation, French translation, you have to put on your earpods in the hole, and then you go to channel 2, and then it's supposed to work. Does it work? Yeah, super. Très bien. Donc maintenant que nous avons vu ça, donc voilà, pour les autres petits éléments techniques, dans cette salle, idéalement, toute la journée, on vous demandera de vraiment garder vos breuvages, vos petites collations à l'extérieur, de mettre vos sacs ou vos choses. Donc, il y a quelques sacs qui sont derrière. Si à un moment donné, il y a une petite bagagerie. Une chose pour faciliter nos échanges, c'est de ne pas oublier de vous nommer et nommer la structure ou l'association ou d'où vous venez pour qu'on puisse mieux comprendre votre prise de parole et les échanges qui en suivent. Voilà, nous sommes 2 jours ensemble. Vous avez peut-être vu à l'extérieur, donc il y a un petit livret avec le programme des 2 jours. À l'extérieur, plutôt au fond, dans le hall, il y a des grands panneaux qui reviennent vous présenter la journée si vous avez besoin. Il y a également à la table d'accueil une liste des inscrits, donc votre nom avec vos ateliers. Si vous avez oublié les ateliers sur lesquels vous êtes, vous pouvez y retourner. Également, aller voir vos collègues préférés s'ils sont dans le même atelier que vous. Voilà. Et puis pour vous dire que ces 2 jours, voilà, ce matin, on est ensemble ici sur différents temps de table ronde. Ce midi, on mangera ici. Cet après-midi, il y a différents ateliers qui se passent dans différents lieux. Et puis demain, rebelote, on se retrouve ici. Et puis l'après-midi, pour ceux et celles qui restent, on part en visite. Donc, il y aura une petite logistique qu'on vous réexpliquera. Ceux et celles qui ont indiqué qu'ils pouvaient poser leur voiture, proposer leur voiture pour des déplacements, n'hésitez pas à venir valider ça en table d'accueil. Comme ça nous facilite l'organisation pour s'assurer que personne ne reste sur place. Voilà. Un petit brise-glace très court, une petite manière de voir qui est là aujourd'hui parmi nous. Peut-être simplement en levant la main. En levant la main, j'ai fait une petite liste pour ne pas oublier. Alors, qui dans la salle est agriculteur, agricultrice? Parce que dans ce RMT, c'est une des particularités. Levez la main, le bras, le corps. Ah yes, super. Ah,
Un autre agriculteur est arrivé, super. Les personnes qui sont liées à l'enseignement agricole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, une grosse dizaine. Ah ben, il y a des étudiants qui sont liés à l'enseignement agricole, peut-être, qui arrivent parmi nous. Installez-vous, prenez place. Qui est lié à l'enseignement et la recherche et l'enseignement supérieur? Ah, nombreuses vous êtes. Super. Je dirais plutôt une grosse vingtaine. Qui travaille ou est impliqué dans une collectivité territoriale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une vingtaine également. Les membres du projet Cornet. People coming from everywhere in Europe. Super. Super, merci. Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore levé leurs mains, qui ne sont pas... Oh ben, il manquait des catégories dans notre liste. Peut-être en ouvrant votre micro, 2, 3 personnes nous indiquer d'où vous venez. On ne va pas faire tout le monde. Hein. 1 ou 2 personnes qui se sentent de nous dire dans quelle catégorie. Oui? Oui, bonjour, organisation professionnelle de la filière alimentaire, en l'occurrence métier de bouche. Ben oui, j'ai oublié de dire tous les salariés et les personnes liées à des organismes de développement agricole ou des structures qui soutiennent. Oui, c'était une évidence. Alors, qui est de cette grande catégorie d'organisation, de structures de développement agricole et qui soutient? Ben oui, voilà. Eh bien, merci et bienvenue à vous. Donc, j'introduis notre mot de bienvenue qui sera ouvert par M. Yannick Nadezan, conseiller métropolitain sur les questions d'agriculture et d'alimentation. Et si j'ai oublié des éléments. Bonne matinée à vous. Bonjour, merci à tous. Ça dérange si je me place par là? Parce que je prends l'impression d'être puni un peu. Oui, très bien. Bonjour à toutes et tous. D'abord, bienvenue à Rennes Métropole. Merci pour la mobilisation de toutes les actrices et tous les acteurs qui sont présents tout au long de l'année sur notre territoire. Et merci d'être venus jusqu'à nous pour ceux qui viennent d'ailleurs. Alors, on a la particularité depuis le 1er septembre d'être en période électorale et donc je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce que j'aimerais pouvoir vous dire. Ça m'oblige à une forme de réserve, mais je vais quand même vous dire quelques mots pour vous dire qu'on est ici sur un territoire qui est un concentré de beaucoup de choses, je crois, qui peuvent vous intéresser. On est d'abord un concentré d'urbain et d'agricole, parce que nous sommes une métropole, mais 55% de notre surface, c'est de la surface agricole utile. On a près de 30 000 emplois sur le territoire qui sont liés à l'agriculture et l'alimentation, qui pour la majorité d'entre eux ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas l'activité première qui est l'agriculture. Et donc c'est un pilier de notre activité économique que ce lien du champ à l'assiette pour notre territoire. Vous le savez aussi peut-être, on est à Rennes un grand centre universitaire de recherche. Et on est très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui ici pour vos 10 ans, avec des formes de concentrés, de laboratoires, j'ai envie de dire, dans le partenariat sur ce territoire avec des acteurs pour nous qui sont des partenaires importants comme le FR-CIVAM ou l'INRAE évidemment, parmi beaucoup d'autres, mais on sait à quel point vous êtes cheville ouvrière pour le travail au sein de RMT. On a aussi la particularité dans cette agriculture qui est la nôtre d'être une agriculture qui a un historique d'agriculture spécialisée et d'agriculture en filière longue et d'exportation, mais aussi, et c'est tout le paradoxe, d'être un territoire qui connaît une agriculture
et des modes alimentaires aussi, qui sont en pleine transition. Alors la transition, elle n'est pas totale, elle n'est pas partout à la même vitesse, mais elle est bien réelle. Et nous, le travail qu'on a pu effectuer ces dernières années, il s'est tourné autour de deux axes principalement sur les sujets qui vous intéressent. En tout cas, il y en a deux que je voudrais mettre en avant. Le premier, c'est la mise en visibilité de ce qui est existant. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas conscience qu'ils sont sur un territoire qui produit des aliments. Ils n'ont pas conscience de ce lien-là. Et quand on le met en avant, quand on le met en lumière, il y a quelque chose d'un peu magique que vous connaissez toutes et tous qui s'opère, qui est le sens de son territoire, le sens de ses paysages, le sens de la relation humaine, le sens de ce qu'on mange. Et le deuxième point que je veux mettre en avant, c'est l'accessibilité du bien manger pour toutes et tous. Parce que si la question du bien manger devient un support à différenciation de classe, s'il devient un sujet d'élitisme, eh ben alors ce n'est plus un projet de société, mais on tombe dans des formes d'individualisme égoïste, et ça, c'est pas ce qui correspond à nos valeurs, et ce n'est pas ce qui nous permettra d'appuyer les transitions agricoles, parce que pour pouvoir le faire, il faut faire masse. Et donc tout ça nous a amené à développer plusieurs actions que je ne peux pas évoquer complètement, mais je vais quand même en souligner 4. La première, c'est le livret qu'on a, qui est un référencement des agricultrices et des agriculteurs de notre territoire qui font de la vente directe sous différentes formes. Et il se trouve que sur les 700 fermes qui sont présentes sur notre territoire, il y en a 100 qui sont référencées dans ce guide et qu'on déploie, distribue assez largement. Donc ça permet une aide sur la mise en visibilité. Une nouvelle action que nous avons développée, c'est la mise à disposition de panneaux gratuits pour ces fermes-là. Deux panneaux assez grands, assez visibles, qui permet depuis l'espace public de voir que peut-être que tous les jours on passe devant un lieu où on produit des aliments et des aliments qui s'y vendent. Évidemment, il y a la restauration collective avec nos partenaires principaux qui sont la SIC Manger Bio 35 et la SIC Terre de Source, qui accompagnent notre démarche de progrès en agriculture biologique et sur les changements de système. L'aide alimentaire également, où il y a plus en plus de liens qui se font pour que les produits distribués soient des produits de qualité et des produits qui sont issus de l'agriculture locale. Et puis une dernière action qui est en plein développement, qui est la distribution gratuite de paniers bio et locaux à destination des femmes enceintes et des nouveau-nés, et le tout dans une logique de santé publique. Et finalement, si on fait tout ça, c'est pas simplement pour faire du développement économique local, même si c'est évidemment un sujet important. C'est pas simplement pour se donner bonne conscience, mais c'est parce que les effets leviers sur la protection de l'environnement et sur la protection de la santé, ils sont manifestes, et ils permettent une démocratisation par cet effet de sens de ce combat, qui est un combat politique, donc vous aurez compris que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. En tout cas, bienvenue à Rennes Métropole et bons travaux à vous. Je passe donc la parole à Ludovic Josse, qui est agriculteur et administrateur de la Fédération régionale des CIVAM de Bretagne, référent impliqué, entre autres, dans le projet du RMT. Merci. Alors, je mets mes lunettes parce que je suis en transition moi aussi au niveau de la vue. Donc bonjour à tous, bienvenue aux 10 ans du RMT. C'est une belle aventure collective qui a réuni et qui réunira plus tard des chercheurs et des chercheuses, des organismes de formation, des acteurs de développement de l'agriculture,
et des agriculteurs et des agricultrices dont je suis moi-même. Cette présence d'acteurs différents, ça a été l'une des forces de ce RMT, reconnue et valorisée par le ministère et par les membres des jurys qui ont suivi et évalué les impacts de ce programme. Et c'est grâce, excusez-moi, et c'est grâce à un pilotage à deux têtes, l'INRAE et la FR-CIVAM Bretagne, celle du monde de la recherche et du milieu associatif, de l'éducation populaire au plus proche du terrain. Le RMT a servi aux agriculteurs et aux acteurs qui les accompagnent, et dans le sens inverse, les agriculteurs ont pu montrer les enjeux de leur expérience et la dynamique collective. Pour la FR-CIVAM, avant de donner la parole à Yuna Chifulo, qui parlera de l'INRAE, la FR-CIVAM est un acteur de terrain qui a permis de raccrocher de nombreux acteurs de petite taille bien ancrés en Bretagne et ailleurs en France. Des filières, des associations, des entreprises, des collectivités, etc. En 10 ans, nous sommes passés de 10 structures partenaires du RMT à plus de 100, impliquées dans un moment ou un autre dans le réseau. Ce RMT a permis de regarder la chaîne de valeur produite par les acteurs de terrain et rendre les enjeux économiques des fermes et leur capacité à dégager un revenu. Il y a un enjeu à créer des références technico-économiques pour les fermes qui sont en circuit court. De petite envergure, mais les autres aussi. C'est une habitude des CIVAM que de travailler la notion de chaîne de valeur, et à ce titre, les CIVAM ont réalisé une contribution intéressante dans cette approche globale du RMT. D'introduire des formats et des dynamiques inspirés de l'éducation populaire. C'est un artisanat qui fait partie de l'ADN des CIVAM, qui permet de se rencontrer et d'apprendre les uns des autres dans une interconnaissance apprenante. La FR-CIVAM Bretagne est contente d'accueillir les 10 ans du RMT à Rennes aujourd'hui. Cela permet de montrer les initiatives bretonnes qui se mobilisent sur leurs perspectives et envie de partager leur réussite. Demain, nous vous avons programmé un programme de visite dont on est fiers. Bienvenue à tous. Eh ben, donc, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Yuna Chifulo, je vais m'avancer même pour la caméra. Donc, je suis directrice de recherche à INRAE et en effet, c'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi un peu d'émotion qu'on se retrouve aujourd'hui pour fêter les 10 ans. Les circuits courts, ça a été pas forcément tout de suite un sujet à INRAE. Ça a pas été, et donc, en particulier, le réseau, il a permis, en mettant à plat finalement ce qui se passait derrière ces circuits, ces dynamiques locales, qui inclut bien sûr des agriculteurs, mais aussi des artisans. On a toujours été très attentifs justement à reconnaître le rôle clé des intermédiaires économiques partenaires de l'agriculture locale. Donc à un moment justement, ce réseau, parce qu'il a croisé les savoirs entre chercheurs, acteurs de développement agricole, rural, artisanal, et bien sûr les organismes de formation, il a permis justement de montrer que c'était non pas seulement un sujet, mais des sujets. On peut tirer plein de fils à partir de ces circuits, puisque aujourd'hui, on va parler, à partir des circuits courts, évidemment, économie locale, économie des fermes, économie des métiers liés à l'alimentation, mais on va aussi parler santé, environnement, on va parler politique, on va parler démocratie, on va parler de gouvernance, transition, transformation, résilience. Donc tous ces sujets, justement, on peut tirer beaucoup de fils à partir de ces circuits. Donc vraiment merci à tous les participants, ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont venus, même ceux qui sont repartis, parce que ceux qui sont repartis, ça nous a obligés à se dire finalement qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils partent, est-ce qu'on est un réseau suffisamment efficace, intéressant, riche, apprenant. Donc voilà, tout ça nous fait progresser collectivement, c'est vraiment une aventure collective. Je remercie tous ceux qui ont été là depuis le début, tous ceux qui ont permis justement que ce sujet devienne un sujet important pour INRAE, qui a fait bouger les lignes. On va le revoir dans les différents moments aussi. Donc on est fiers aussi que ce réseau, avec une expertise technique partisane, donc vraiment au plus proche du terrain. On essaie vraiment d'être tous, et même les chercheurs impliqués dans ce réseau sont des chercheurs de terrain en recherche participative, et donc vraiment de faire remonter un certain nombre de problèmes et aussi de solutions à partager. Donc on va revoir ça pendant cette journée, pendant ces 2 jours, même ces 3 jours, puisque on a la chance justement d'avoir aussi une ouverture européenne. Donc on vous a parlé du projet Cornet. Projet Cornet, donc un projet Horizon Europe qui est coordonné par Fedele, qui se présentera, donc l'université de Foggia. Un projet européen qui, là aussi, essaie justement de mettre en réseau les acteurs du développement, en particulier les conseillers qui interviennent justement pour le développement de circuits courts dans une perspective
transition, de durabilité, donc mais avec toutes les questions, puisque ce n'était pas un long fleuve tranquille, les circuits courts, on en reparlera aujourd'hui, l'actualité nous inquiète un peu. Donc on est là aussi pour partager ces moments de difficulté, mais aussi voir comment, eh bien, à nous tous, on peut essayer là encore de trouver des solutions. Il n'y a pas forcément une solution, mais peut-être plusieurs pistes, en tout cas, à examiner ensemble. Donc on est là pour ça. Et donc le projet Cornet, on aura des expériences justement d'autres pays d'Europe. Ce projet européen, il vise à mettre en réseau tous ces conseillers. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus. Vous êtes invités à partager vos expériences, à bénéficier aussi des expériences d'autres pays dans le cadre de ce réseau. On reviendra là-dessus, évidemment. On aura une présentation en particulier demain. Mais ils sont là dès aujourd'hui. N'hésitez pas. On traduira, on facilitera la traduction, qui ne doit pas être un obstacle, évidemment. Donc, y compris dans les moments informels et de pause, pour qu'on puisse justement apprendre ensemble de ces expériences à l'étranger. Voilà, donc je m'arrête là. Bien sûr, je ne m'arrête pas sans avoir remercié évidemment nos soutiens. Nos soutiens, donc le Fonds CASDAR et le ministère de l'Agriculture, donc pour le soutien au RMT depuis 10 ans, mais également la région Bretagne, l'INRAE, l'UMR Innovation, dont je fais partie, qui est basée à Montpellier. Et j'ai oublié qui et le projet Cornet, donc évidemment la Commission européenne, puisque c'est aussi grâce à ce projet européen qu'on peut aussi être là ensemble. Bien sûr, je ne finis pas sans remercier l'équipe d'organisation, tellement efficace. Vous voyez, donc moi j'ai un ruban rose, mais surtout ne me demandez rien, parce que moi je n'ai rien fait. C'est eux qui ont tout fait. Vraiment, donc Laurence et Dominique de la FRCIVAM Bretagne, Anne-Cécile Britt d'INRAE, évidemment Clémence Berlingen de Open Food France, et puis tous les autres. Voilà. On a la chance aujourd'hui aussi d'avoir une facilitatrice graphique, mais je crois que qui se présentera aussi, peut-être. Voilà, c'est bien. Peut-être si vous pouvez dire un mot. Et puis Lucille Villebout de la revue Village, qui va préparer les actes. Donc, on est aussi très content de ce partenariat qu'on avait déjà eu en 2019 sur ce colloque sur la reterritorialisation de l'alimentation. Donc, le partenariat dure. Et ce réseau, il est là. Il montre aussi qu'il est capable de durer sur un sujet où il y a sans doute des hauts et des bas. Mais en tout cas, le réseau dure. C'est un réseau aussi où les gens ont confiance, on construit des choses ensemble. Et en tout cas, on est content de revoir à la fois de revoir ceux qui sont là depuis le début, mais évidemment, c'est un réseau ouvert. Et si vous n'êtes pas encore membre du RMT, on espère que le réseau sera renouvelé donc dans les 5 prochaines années. Mais on trouvera un moyen, de toute façon, de continuer à travailler ensemble. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. Merci à tous et bons échanges. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Et on va dès maintenant démarrer notre première table ronde. Et donc j'invite Yona Chifolo, Françoise Morizot-Braud et Jean-Sébastien Piel et Manon Prader à venir prendre place pendant que je vous présente cette table ronde donc, qui s'intitule « Comprendre l'évolution des circuits courts alimentaires, regard croisé ». Et donc c'est une première table ronde qui propose de revenir sur les principaux jalons qui ont marqué l'évolution récente des circuits courts en France, de mieux comprendre leur dynamique récente, y compris sur le plan réglementaire, et d'aborder la question clé de leur quantification. Donc pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Yona Chifolo, qui est directrice de recherche à l'INRAE, Françoise Morizot-Braud, qui est directrice du CERD. Vous pouvez vous asseoir là si vous voulez. Jean-Sébastien Piel, qui est paysan charcutier et qui est administrateur à la FRCIVAM Bretagne, et Manon Prader, qui est ingénieure d'études à l'INRAE. Et avant de leur passer la parole, nous vous proposons de commencer par une courte vidéo d'une personne qui est un acteur historique local des circuits courts et du RMT Alimentation Locale et qui aurait beaucoup aimé être avec nous aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas là pour des plutôt bonnes raisons puisqu'il est au Brésil en ce moment. Et donc il s'agit de Gilles Maréchal, certains l'avaient reconnu, donc qui nous a fait une petite vidéo pour quand même être un peu avec nous aujourd'hui puisqu'il a eu un rôle très important à la fois au sein de la FRCIVAM Bretagne et par son investissement dans le RMT Alimentation Locale sur cette question des circuits courts. Et donc, on va pouvoir lancer la vidéo. Donc, je fais le signe à la régie et, et vous allez pouvoir écouter Gilles avant que la table ronde démarre. Je m'adresse à vous. Je suis au Brésil où il fait encore plus chaud qu'en Bretagne où ça a été filmé. C'est pour vous dire comment je souffre. Donc, j'ai puisé au Brésil une source d'inspiration lors d'un congrès sur l'agroécologie pour essayer
d'analyser l'itinéraire historique des circuits courts depuis le début des années 2000, mais en lien avec le RMT. Et donc on dit là-bas qu'on peut l'analyser sous 3 axes. Prenons le premier. D'abord, un ensemble d'expériences de terrain. Ça a été un peu une des vocations à la naissance du RMT. On a vu surgir au début des années 2000 tout un tas d'expériences, de projets, d'expérimentations avec la naissance des AMAP, des nouveaux magasins de producteurs qui naissaient un petit peu partout et pas seulement dans le sud de la France, habitués à l'alimentation locale. On a vu des communes qui expérimentaient de nouvelles formes d'approvisionnement de leurs cantines. Et tout ça était vraiment d'une dynamique extraordinaire. C'était une pleine effervescence, mais ça pouvait sembler un petit peu brouillon. On se demandait ce que ça pouvait devenir. Et certains scientifiques, certains agents de terrain, certains élus pressentaient que finalement tout ça se ressemblait un petit peu, avait de quoi avoir un sens commun. Et ça a été l'objet de la deuxième étape, une analyse scientifique de ce qui se passait. À la fin des années 2000, paraît un bouquin qui s'appelle « Les circuits courts alimentaires », où dans une première partie sont proposées des expériences de terrain et leurs analyses, des pratiques particulières, et dans une deuxième partie, des analyses scientifiques de ce qui se passe sur le terrain. Bon, il se trouve que je coordonne cet ouvrage et que la préface est faite par une certaine Yuna Chifolo à partir d'une réalité différente entre la Bretagne et le Languedoc. Mais donc tout ça finalement n'était sans doute pas vain, puisque dès 2009 apparaît un plan pris en compte par l'État et mené par Michel Barnier, qui définit légalement, cette fois, les circuits courts, comme des circuits commerciaux où il y a au plus un intermédiaire. Mais ça laisse de côté bien des questions, comme les impacts écologiques que peuvent avoir ces circuits, comme les impacts sur la justice sociale face à l'alimentation, sur la logistique, sur l'avenir de ces circuits. Et là, il faut en débattre. Et c'est le troisième temps, le troisième axe d'analyse, l'alimentation locale et les circuits courts comme un mouvement social, ou peut-être plus exactement des mouvements sociaux. Le RMT qui a été créé en 2015, donc fort d'une observation de terrain qui datait déjà de pas mal d'années, fort des premières analyses scientifiques, se donne aussi pour mission d'informer la société, d'informer les mouvements sociaux de ce qu'il se passe. Et on a pu voir que quelquefois ça servait à corriger des erreurs plus ou moins bien intentionnées sur cette question de l'alimentation locale. Par exemple, durant la pandémie, ou plus exactement juste après, certains articles de presse prédisaient la fin des circuits courts ou le déclin irrémédiable de ceux qui le pratiquaient. Eh bien, le RMT avait toutes les armes, finalement, avec d'une part des praticiens de terrain qui étaient capables de mobiliser un grand réseau d'expériences et les scientifiques qui permettaient de les analyser de façon rigoureuse pour dire que non. Là, ces ressentis publiés dans la presse de façon un peu hâtive n'avaient pas de fondement si on allait jusqu'au fond des choses. Il me reste à souhaiter pour le RMT de continuer sur cette voie, alors pour les 10 ans, les 100 ans qui viennent, c'est-à-dire de continuer à être un petit peu un pavillon où viendront se loger les expériences de terrain, un détecteur de nouveautés, de nouvelles initiatives qui se passent sur le terrain. Secondo, un lieu où tout ce qui se passe sur le terrain est analysé de façon contradictoire et de façon rigoureuse par ceux dont c'est le métier, mais partagé avec les praticiens. Et puis troisièmement, et je pense qu'il est utile d'y insister, de continuer à informer le débat public, que ce soit auprès des élus, que ce soit auprès de la société organisée en mouvement, arriver à donner du grain à moudre à tous ceux qui s'intéressent à cette question d'alimentation locale et de circuits courts, mais de façon rigoureuse et justifiée par un ancrage dans le terrain.
Merci et au revoir. Eh bien, je laisse la parole donc à Yuna Chifolo pour démarrer cette table ronde avec une petite présentation. Nickel. Super. Ok, super, merci. Ok, bien, donc encore moi. Donc en effet, on va discuter un peu de l'évolution des circuits courts alimentaires. Alors, je vais revenir un peu plus loin que 30 ans. Aussi parce que nos collègues européens sont là, enfin nos partenaires européens sont là pour apprendre en fait finalement aussi ce qui se passe chez nous et puis aussi évidemment interagir avec leur dynamique. Donc, alors j'appuie là-dessus, c'est ça? Ouais, non? Alors vous, non? Oh mince! Oh mince! Vous voyez tout? Oh là 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 là, ça va pas du tout. Comment je fais? Ah non! Le suspense. Ah! Regardez, fermez les yeux. Fermez les yeux. Vous n'avez rien vu. Ah. Oui, bah oui, mais je suis allée dans le mauvais. Non? Oui, ça démarre là, voilà. Non, c'est pour celle d'après. Allez, hop, on y va. Ouais, ouais, ouais. Merci. Donc, je disais, on va revenir un peu plus loin. Donc, en effet, c'est important de se rappeler que les circuits courts ne sont pas nouveaux en France. Puisque même de l'Antiquité, au Moyen-Âge, il y avait déjà des marchés de plein vent où pouvaient se rencontrer aussi des agriculteurs, des habitants, des commerçants locaux. Mais la vente directe est bien inscrite dans l'histoire française, dans l'histoire de nos régions, de notre agriculture. Mais ça a été peu reconnu jusque dans la période récente. Ce qui a changé la donne, c'est notamment les politiques européennes déjà de développement rural, donc dans les années 80. Le programme Leader, pas forcément important financièrement, mais était quand même très important pour soutenir des initiatives locales autour de l'alimentation. C'est surtout la crise de la vache folle. En France, ça génère un certain nombre de peurs, d'inquiétudes. Et une façon de se rassurer pour les consommateurs à cette époque, ça a été de se rapprocher, d'aller acheter directement auprès de producteurs. On sait d'où ça vient, on sait d'où vient le produit, comment il a été fait. Finalement, plus que, alors même si le mouvement altermondialiste, cette idée, à un moment de contester l'agriculture, l'agriculture industrielle et puis l'internationalisation des marchés, a aussi été évidemment un moteur. Mais différents facteurs ont joué, différents facteurs avec également cette idée aussi que derrière les circuits courts, c'est une diversification. Diversification face aux crises, donc des agriculteurs, vous voyez bien, des années 80, donc déjà on avait un certain nombre de collègues qui regardaient comment les difficultés en circulant amenaient des agriculteurs à se diversifier vers des circuits plus courts, et puis, mais avec parfois des situations un peu plus dramatiques. Et moi je suis rentrée sur ce sujet par là, justement, en voyant comment les circuits courts permettaient à certains vraiment en grande difficulté financière de retrouver un peu de trésorerie, mais aussi beaucoup de dignité dans des circuits plus courts, dans un contexte, moi j'étais dans le sud de la France avec des coopératives viticoles en difficulté et voilà, un petit atelier en circuit court, ça permettait aussi finalement de faire face et de résister face à la précarisation. Et je reconnais, enfin en tout cas, je suis rentrée justement à ce sujet déjà par une interpellation des CIVAM d'Occitanie avec Nabil Asnaoui, qui n'est pas forcément là aujourd'hui, peut-être en ligne, enfin en tout cas qui a été vraiment aussi une personne importante justement pour y compris alerter le monde de la recherche en disant il se passe quelque chose, venez voir ces circuits, venez voir ce qu'il y a derrière, ce qu'ils signifient pour les uns et pour les autres, avec cette idée que ça ne se limitait pas justement à simplement des mouvements militants, urbains, mais bien finalement ça révélait aussi une question de fond, à savoir comment finalement le développement agricole, c'est plusieurs modèles qui se combinent, qui se complémentent. Et c'est dans cette perspective-là aussi qu'on a pu construire finalement et travailler par la suite. Donc regain d'intérêt pour la vente directe et les circuits courts. Circuits courts, première définition en France, c'est finalement l'Observatoire Leader en 2000 qui met en avant déjà cette idée d'un intermédiaire au plus entre producteurs et consommateurs. Et puis une mise à l'agenda politique qui évidemment aussi vient légitimer un mouvement qui existait avant, mais vient légitimer, donc c'est le plan Barnier en 2009, avec une définition officielle, un intermédiaire maximum entre producteurs agricoles et consommateurs, puisque on pourra en rediscuter dans la journée, hein, il y a parfois un flou, une confusion entre
producteur alimentaire et consommateur, un producteur alimentaire pouvant justement pas forcément être lié à l'agriculture locale. Donc on va voir que c'est aussi des enjeux de définition qui ne sont pas complètement oubliés aujourd'hui. Et puis une loi d'avenir 2014 qui, avec les projets alimentaires territoriaux, donne aussi une autre voie, voie VOIE, VOIX, avec aussi aux acteurs des circuits courts, comme étant justement des acteurs de la construction du lien agriculture-alimentation dans les territoires. Alors, on peut, première lecture, une lecture que je remets ici au sens où, y compris cette typologie qu'on a fait dès 2007, en fait, on s'était intéressé à la diversité des circuits courts en se disant finalement, même si on regarde un intermédiaire ou plus, un intermédiaire maximum entre producteurs et consommateurs, c'est déjà une grande diversité entre les formes de vente directe et puis les circuits courts avec un intermédiaire et des formes plus individuelles ou collectives. Cette typologie, donc on a aussi une partenaire de Hongrie, qui est Katalin Kujani, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais qui nous a dit justement que c'est aussi des schémas qui ont servi à la structuration des circuits courts en Hongrie. Donc on voit aussi l'intérêt de faire circuler aussi un peu ce qu'on apprend dans un pays et inversement. Donc avec quand même, si on regarde le recensement agricole 2020, les trois circuits les plus importants en France, c'est la vente à la ferme, les marchés de plein vent et la vente à des commerces de détail. Donc, qui amène à penser que ces circuits qui sont les plus importants, donc les plus mobilisés par les agriculteurs et là où il y a le plus de chiffre d'affaires finalement qui est généré, donc ces circuits sont plutôt locaux. Donc, même si la définition officielle ne prend pas en compte la distance géographique entre producteurs et consommateurs, la vente à la ferme, les marchés de plein vent et la vente dans des commerces de détail sont plutôt des formes de vente locales. Alors, avec un local qui n'est pas défini officiellement cette fois, mais souvent quand même à des échelles infrarégionales ou régionales au maximum, avec des circuits. Selon les circuits, la distance va être plus ou moins importante, mais il y a quand même cette idée que les circuits courts en France en particulier, donc sont plutôt des circuits pour l'alimentation locale, même si, y compris notre réseau, va regarder ce qui peut se passer dans des circuits courts, moins courts en distance géographique, un peu plus longs justement, pour aussi voir cette complémentarité ou potentiellement cette concurrence. Ce qu'on a regardé, et je propose un éclairage qui est un peu complémentaire à celui de Gilles, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on essaie de représenter en se disant, finalement, derrière les circuits courts, ce n'est pas du tout un monde homogène. Il ne faudrait surtout pas le croire, et c'est ce qui en fait sa richesse, mais aussi parfois qui peut générer un certain nombre de difficultés ou d'incompréhension ou de concurrence. C'est derrière ces circuits, ces différents pôles d'innovation. Puisqu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des AMAP d'un côté et puis des boutiques de producteurs ou des marchés de plein vent de l'autre. Derrière, c'est aussi des systèmes d'acteurs qui portent un certain nombre des visions un peu différentes aussi de ce que sont les circuits, qu'est-ce qu'ils doivent être, à quoi ils servent, c'est quoi l'objectif à la fin. Et déjà, dans le réseau rural français, donc j'animais le groupe de travail autour des circuits courts entre 2009 et 2011, suite du plan Barnier, on voyait qu'il y avait déjà finalement différentes approches de ces circuits, entre une approche... ce que j'ai appelé durabilité, donc mettant en avant les circuits courts comme un projet de société illustré par les AMAP, mais pas seulement, donc avec un certain nombre de dynamiques derrière, face à en tout cas en complémentarité avec une autre approche que j'avais appelée métier, qui est cette idée que les circuits courts, c'est d'abord une diversification des revenus, une diversification des débouchés, pour aussi faire face aux crises, mais aussi de valorisation des savoir-faire artisanaux, donc déjà avec des artisans engagés justement dans l'agriculture locale. Et avec une petite, mais aussi donc liée au programme Leader, une petite approche plutôt projet, les circuits courts comme vecteur de développement territorial, avec déjà des liens avec la restauration collective et puis des questionnements autour de la gouvernance alimentaire. Donc, ce qui pouvait, avec cette idée, des approches plus individuelles d'un côté, plus collectives de l'autre, un rapport différent à l'environnement qui a été très débattu, parce que Michel Barnier, donc, au moment du plan Barnier, avait l'idée de faire une charte autour des circuits courts, mais la question de la qualité environnementale à inclure ou pas dans la définition des circuits courts avait fait débat. Et donc, c'est pour ça, avec cette idée qu'on peut avoir justement différents positionnements vis-à-vis de cette question de la qualité environnementale. Dans le RMT Alimentation Locale saison 1, donc, on a pu réunir justement ces trois visions, ces trois approches qui se sont un peu enrichies avec notamment les projets alimentaires territoriaux qui sont venus nourrir cette approche projet avec les circuits courts. C'est moins le nombre d'intermédiaires qui compte que la coopération entre différents intermédiaires.
Mais c'est aussi que dans un contexte où un modèle plus entrepreneurial est venu finalement aussi mettre en avant les questions logistiques, l'intérêt du numérique aussi, qui n'étaient pas forcément justement des innovations portées ou portées par les autres approches. Et ces pôles d'innovation coévoluent, coexistent, s'enrichissent mutuellement. Le RMT a pu en réunir certaines. Le RMT saison 2 également s'est enrichi, donc avec finalement une approche entrepreneuriale qui reste aussi, mais qui, avec certains portant des approches numériques, sont rentrés dans le RMT avec cette idée aussi de penser comment les circuits courts peuvent permettre une économie des communs, donc avec des outils numériques permettant justement plus d'horizontalité. Donc on voit justement que ce RMT, il a essayé en tout cas de valoriser cette complémentarité des approches en pensant que chacun justement a des innovations à faire valoir et que c'est dans la rencontre qu'on peut aussi progresser. Mais on a donc, en pensant, différents rapports à l'agroécologie aussi, là pareil, différents rapports entre individus et collectifs, avec des modèles qui sont dans l'environnement du RMT, un modèle plutôt tourné vers le local, où le local devient surtout l'objet d'une stratégie marketing en posant le local au bio, ce qui n'est pas du tout ce qu'on fait dans le RMT. Il n'y a pas d'opposition entre les agricultures, entre les formes d'agriculture ou entre les formes de circuits. Et puis, un RMT saison 3, on l'espère, qui viendra là aussi, qui embarque aussi des acteurs du modèle entrepreneurial, de l'approche entrepreneuriale, qui posent des questions aussi intéressantes, finalement, quand ils arrivent avec des innovations liées à la robotique, qui peut aussi être questionné justement avec cette idée que les circuits courts, c'est finalement pas si évident. Ça peut aussi être des conditions de travail difficiles, pénibles. Et donc, pourquoi pas s'aider de la technologie pour aussi résoudre un certain nombre de difficultés et permettre un mieux vivre dans ces circuits. Donc voilà, donc le RMT, à la fois, on s'intéresse justement à ces différentes approches, on essaie justement de les rendre complémentaires, et tous ceux qui ont envie de partager leurs expériences autant que, voilà, donc, et tout autant que d'en apprendre, justement, sont les bienvenus. Avec une nouvelle question, c'est-à-dire qu'on sera non seulement, les questionnements sont autant vers la transition agroécologique que la résilience. Les deux étant liés, mais pas toujours, pas forcément, pas systématiquement. Donc on aura ces deux questionnements et on va continuer à y travailler. Mais je vais laisser tout de suite justement la parole à Manon. Transition, au sens où, voilà, donc là c'est plutôt une approche qualitative finalement, hein, mais donc l'idée c'est que le RMT vient aussi donc essayer d'objectiver, de quantifier, enfin donc contribue à cette quantification de ce mouvement hétérogène avec des approches différentes. Mais donc Manon va vous présenter cette autre dimension. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Juste, ok. Ah oui. Ok, très bien. Donc, effectivement, aujourd'hui, finalement, une grande diversité d'acteurs ont identifié la quantification de ces circuits courts comme un enjeu majeur, et ce pour une diversité de raisons. Effectivement, quantifier, caractériser, recenser, identifier les acteurs de ces circuits courts, ça peut nous permettre premièrement, de déterminer finalement leur importance en France. Qu'est-ce qu'ils représentent, où situent-ils, quelle est leur diversité. Également d'évaluer l'impact que peuvent avoir des politiques publiques sur ces circuits courts. On peut penser par exemple aux projets alimentaires territoriaux qui sont voilà, un outil politique très, très important aujourd'hui en France sur ces thématiques-là. De plus, finalement, ce travail peut également intéresser des entreprises pour leur permettre d'identifier des opportunités sur des territoires spécifiques, des opportunités de collaboration, des opportunités de développement. Et puis, pour les acteurs de la recherche, eh bien, finalement, ça nous intéresse beaucoup d'étudier l'évolution de ces circuits courts, des acteurs qui participent, des dynamiques de ces circuits de distribution, et puis aussi l'évolution de leur diversité, leur changement au cours du temps.
il existe aujourd'hui déjà des données publiques sur les circuits courts, alors pas beaucoup, mais on peut penser par exemple aux données qu'on peut trouver dans le recensement agricole. Il existe voilà, une question, vraiment un sujet dans le recensement agricole là-dessus, qui concerne en fait le nombre et donc du coup la proportion d'exploitations agricoles qui vendent une partie de leurs produits en circuit court. Donc voilà, là je vous ai représenté une carte. Je ne sais pas si, voilà, je vais juste la commenter pour que son sens soit bien compris, mais on a ici des cercles qui correspondent au nombre d'exploitations agricoles qu'on trouve par département. Et donc, des proportions, là, le vert foncé, ça va être la proportion d'exploitations agricoles de ce département qui vendent des produits en circuit court. Et ensuite, il y a aussi une représentation de l'évolution de cette proportion, donc entre 2010 et 2020. Et en fait, tous les départements en violet, là, ont vu une augmentation de cette proportion. Et entre ces 2 années-là, à l'échelle de la France entière et sur toutes les productions agricoles, on voit une augmentation de 6,5% pour atteindre donc un peu plus de 26% aujourd'hui d'exploitations agricoles qui participent voilà, de ces circuits courts, une grande partie d'exploitation viticole, mais également voilà, dans toutes les autres spécialisations. Donc ça, c'est effectivement une donnée ici publique disponible qui est très riche, très intéressante. Je l'ai représentée ici à l'échelle des départements, mais on peut même descendre plus loin sur les territoires. Cela étant dit, il n'en existe pas beaucoup d'autres. Voilà, ici, ça nous permet d'identifier un certain niveau d'importance ici à l'échelle des exploitations. Mais en fait, il faut en trouver d'autres. Et il y a une grande diversité d'acteurs finalement qui ont pris ce sujet en main à une diversité d'échelles et voilà, en observant aussi si vous voulez, une diversité d'objets voilà, qui touchent à ces circuits de distribution et à ces systèmes alimentaires. Et au sein du RMT alimentation locale, il y a eu le développement d'un observatoire. Il s'appelle l'Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés. Il y a un site internet qui a été créé là en 2022 et aussi mis à jour en 2023 qui permet d'accéder à une partie des résultats qui ont été voilà, élaborés dans le cadre de cet observatoire qui existe depuis environ 2019 au sein du RMT, il me semble. Aujourd'hui, il se poursuit au travers d'un projet ANR qui s'appelle Plateforme Terre Food, qui est coordonné par Yuna ici présente. Et donc, dans le cadre de cet observatoire et aussi du projet Plateforme Terre Food, on va là mettre en place une diversité de méthodes pour essayer voilà, de capter ces formes de distribution qui sont parfois, comment dire, qu'on peut parfois retrouver dans la presse ou dans, si vous voulez, des formes de communication voilà, qui touchent des grands publics et parfois, au contraire, qu'on va pouvoir trouver uniquement avec, comment dire, vraiment un lien très fort au terrain, ce qui va, voilà, et ça fait donc qu'on développe une diversité de méthodes. Ça peut autant être de la recherche participative que des collaborations, des partenariats mis en place avec des acteurs, autant du public que du privé, également par exemple de l'analyse d'articles de presse. Voilà. Et on a ensuite toujours un objectif de faire communiquer voilà, les résultats qu'on obtient au travers de ces différentes méthodes, également les lier avec des bases de données publiques pour avoir des caractérisations plus fines des différentes structures qu'on arrive à identifier. Voilà, et donc j'ai ici par exemple voilà, ça c'est un exemple de résultats qu'on arrive à obtenir voilà, vraiment en combinant toutes ces différentes méthodes. Ici, il y a une courbe de l'évolution des magasins de producteurs. Donc voilà, par exemple, on peut voir en fait, ce que vous avez là en bleu très foncé qui apparaît presque noir, c'est le nombre de magasins de producteurs ouverts par année. Et en bas, en bleu, vous avez le nombre d'ouvertures par année et le nombre de fermetures en orange. Et donc ici, voilà, c'est le genre de résultat qu'on arrive à obtenir au sein de l'OBSAT. En 2010, on voit qu'il y a une très grande voilà, augmentation du nombre d'ouvertures annuelles. En 2020, effectivement, on voit là si vous voulez, une baisse du nombre de magasins de producteurs ouverts et qui se poursuit un peu les années suivantes, mais qui remonte là en 2024, parce qu'effectivement, il y a moins de magasins qui ouvraient et certains qui avaient ouvert finalement récemment ont fermé. Mais voilà, là, on va bientôt mettre à jour ces données. On va pouvoir voir l'évolution pour 2025, avoir un peu une idée, voir si cette augmentation perdure sur l'année 2025. Voilà, pour vous donner une idée. Et cet après-midi,
je vais présenter des choses plus en détail lors de, je crois que c'est l'atelier numéro 3 qui va se dérouler à 14 h. Et le travail là de l'OPSAT et de Plateforme Food sera aussi mis en regard de travaux réalisés par Territoire Fertile, qui sont également très riches, voilà, également réalisés par une diversité d'acteurs. Merci beaucoup. Je te passe la parole. Sauf si tu veux faire une transition. Oui, enfin, c'est vraiment important de comprendre. Il y a très très peu de chiffres disponibles, publics disponibles sur les circuits courts. Donc vraiment, le RMT, parce que ce réseau multi-acteurs, il permet de mettre en place différentes méthodes pour produire des... Vous avez des données vraiment uniques. L'ambition, c'est justement d'aller vers un observatoire européen des circuits courts. Et en France, on a pris de l'avance. Enfin, ils répondront peut-être tout à l'heure, nos collègues européens, en disant non, on n'a pas pris de l'avance, mais on verra justement. Si, en tout cas, c'est vraiment important de se dire à un moment où est-ce qu'on en est justement de cette. Est-ce qu'on est encore sur le marginal, sur l'anecdotique, ou est-ce qu'il y a vraiment des dynamiques structurantes dans les territoires? Dynamique structurante, pas à n'importe quelle condition. Donc, on va voir que la réglementation, quand même, elle nous embête. Est-ce qu'il y a des élus dans la salle? C'est votre... donc, ouvrez vos oreilles. Maintenant, vos oreilles vont chauffer un petit peu, mais vous allez voir que, justement, on est plein de propositions. On a plein d'idées pour la faire bouger, la réglementation. Oui, plein d'idées. Alors, je remercie Yuna d'avoir mis en perspective ces circuits courts, cette alimentation locale. C'est vraiment important. Moi, je suis tombée dedans en 1990. J'ai été recrutée par une association de producteurs qui souhaitait, alors qu'on appelait diversifier, qui était en circuit court, et en fait qui souhaitait être reconnue, et surtout qui souhaitait que les réglementations évoluent avec leurs spécificités. Voilà, donc nous, c'est en fait un travail depuis un peu 35 ans sur ce sujet, mais avec beaucoup, effectivement, de concrétisation depuis 10 ans. Et grâce au RMT, moi, on le remercie au nom de mon conseil d'administration d'avoir existé et d'avoir permis aussi ces avancées. Alors, d'accord. Alors, voilà. Excusez-nous. Ah, sur le... Je sais pas. Il y a un petit problème. Ah, voilà. Alors, c'est pour ça que je vous mets... Oui, voilà. Bon, alors, je vais prendre la main droite parce que je suis... C'est pour ça que j'ai mis fruit d'une gestation longue. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est des espèces de mouvements lents. Comme la consommation, quoi. C'est pas d'un coup de baguette magique. C'est encore moins. Voilà. Alors, des évolutions pour moi certaines. J'en ai repris un certain nombre. Je ne vous ai pas fait un petit peu un catalogue de toutes ces évolutions, mais des points qui m'ont semblé principaux et qui ont été portés dans le cadre du RMT, des spécificités des produits en circuit court, et notamment sur les questions un peu d'étiquetage, qui est quand même, voilà, il y a des questions récurrentes des producteurs, qu'est-ce que je dois mettre, et cette dérogation à l'étiquetage des valeurs nutritionnelles qui a été obtenue en 2016, c'était très compliqué à appliquer pour des produits fermiers. Donc effectivement, on a demandé la mise en œuvre que l'Europe avait prévue dans ce règlement INCO. Il y a un point, moi, qui a été extrêmement important, qui a été bloquant pendant des années, qui était cette question des affiliations de nos producteurs en circuit court, de tous ces aspects juridiques, fiscaux, sociaux compliqués, avec notamment la MSA pour se faire affilier, parce que vous aviez une petite structure, que les critères c'était ceux de la filière longue, et que c'était vraiment impossible d'être reconnu comme un agriculteur. Alors après, quand vous étiez rentré à la MSA et que vous payez de vos cotisations, il n'y avait plus de soucis. Mais c'était vraiment parfois pour être reconnu. Alors, je ne vous parle pas des aides, des JA après JA, si vous n'étiez pas agriculteur, donc impossible. Donc voilà, il y a eu des belles avancées, lentes, parce qu'on a eu cette question un peu de l'affiliation au régime social, de la prise en compte de ces activités de transformation et de commercialisation, avec le système de l'AMA, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça date que de 2015, c'est pas très vieux. Mais voilà, tout ça, c'était aussi une certaine reconnaissance.
On a la question des seuils fiscaux, de la prise en compte de ces activités accessoires. Parfois, elles sont sociales d'un point de vue agricole, mais elles ne sont pas d'un point de vue fiscal. Allez, on va complexifier un petit peu les choses. Donc là, on a des seuils qui ont évolué. Puis là, on est même à 50%, un plafond de 100 000 euros. Vous voyez, pour moi, moi, j'ai vécu le 20% et un plafond de 50 000 euros. Donc, c'est vrai, réelle évolution. Alors, il y a la question, je me tourne vers Gwen, du transport. Et cette question maintenant qu'on voit, le coût de transport pour une exploitation, c'est vrai que l'idée, c'est quand même de rationaliser tout ça, de travailler à plusieurs. Et il y a une réglementation sur le transport routier, donc de faciliter ce co-transportage, ce transport pour autrui. Et donc, il y a un décret de 2020 qui a quand même avancé. On peut espérer d'autres avancées, d'autres précisions, mais on est en cours. Alors, là où il y a une grosse évolution, et puis je pense que ça relève de la révolution, c'est sur le plan sanitaire. Alors, c'est mon métier un petit peu de base, c'est pour ça que j'insiste aussi peut-être beaucoup dessus. On s'est battu pour la flexibilité, cette question de la souplesse dans nos petits ateliers fermiers. Parce que vous voyez, on a une réglementation européenne un peu généraliste, et voilà, il y a des gens des autres pays et qui le savent bien, avec des finalités, mais comment ça s'applique? Alors forcément, c'est toujours pensé un peu pour la grande échelle. Mais nous, notre petite échelle, elle ne s'y retrouve pas toujours dedans, et loin de là. Et on a un règlement 852, et ce qui est applicable depuis le 1er janvier 2006, c'est ce que je dis. Et nous, notre instruction technique, pour savoir comment ça s'applique, cette flexibilité, date que de janvier 2019. Vous voyez? Voilà. Et puis c'est pas gagné. Hier, je participais à un webinaire avec des vétérinaires. C'était la question quelle sûreté dans nos produits locaux. Voilà, la question, elle est large. Et il y avait quelqu'un de l'ANSES qui disait bah oui, quand on regarde un guide de bonne pratique pour les petites structures, les artisans, on se pose toujours beaucoup plus de questions que si c'est un guide qui vient des industriels. Eh bien non, ça ne devrait pas. On a autant de sécurité derrière ces produits locaux. On a bien sûr une diversité d'acteurs, mais il y a autant de raisons d'avoir un produit sûr. On maîtrise une matière première, on a peu d'acteurs en général qui travaillent ce produit, on a un lien avec le consommateur. Donc tout ça fait que non, il y a autant dans les hypothèses de démarrage de sécurité. Donc on l'a obtenu à travers cette instruction technique, mais voilà, par exemple sur les œufs, on a des notes complémentaires de cette instruction technique par secteur d'activité. On l'a obtenu qu'en 2024, après moult encore discussions. Voilà, et j'insiste un peu là-dessus. Alors, la diapositive, oui, on a, et je vois, non, c'était celle d'avant, excusez-moi. Alors, on a des simplifications administratives quand même, là, depuis quelques années, et il faut le reconnaître. On a un travail, là, en cours sur simplifier ces dossiers d'agrément pour les producteurs qui passent en agrément. Tout le monde n'est pas en agrément, mais il y a un document type qui est lourd. On est en train d'essayer de le simplifier pour l'abattage des volailles à la ferme. Pas un long fleuve tranquille non plus. Et on a un guide de bonne pratique. Alors, je vois dans la salle quelqu'un de l'IFIP avec qui on a travaillé un ensemble d'organismes, là, et c'était sur le port. Mais on a mis 7 ans à trouver des crédits et on a mis 2 ans à l'écrire. C'est ce que je dis toujours, on est dans un rapport... Voilà. Et alors, pourquoi on a du mal à obtenir aussi des financements sur des travaux comme ça? C'est qu'on nous dit, circuler, il n'y a rien à voir, il y a des guides qui existent, des guides des industriels, et il n'y a pas forcément besoin de ces outils-là en plus pour vous. Et si on a des spécificités, on a besoin des outils adaptés pour nos producteurs. Voilà, donc, alors, bien sûr, plein d'efforts à poursuivre sur notre réglementation. C'est pour ça qu'on espère qu'on va avoir un RMT, une nouvelle période, pour continuer à travailler sur ces guides de bonne pratique. C'est important. C'est vraiment... nous, on a eu plein de retours suite à ce travail.
sur le fait d'un besoin. C'est voilà, un outil de travail au quotidien. Il faudrait aussi, parce qu'on a beaucoup de contrôle en ce moment sur la transformation végétale, et on a donc besoin d'outils à ce niveau-là. Et puis, je note et je souligne l'incompréhension totale sur cette question du lait cru. Moi, j'ai vu beaucoup de producteurs qui commercialisaient des fromages au lait cru auprès de collèges, et du jour au lendemain, ça a été arrêté. Voilà. Alors, on peut en discuter longtemps de ça. Il y a un livre blanc maintenant sur le lait cru, et j'espère que ça va, qu'on va passer ce cap, hein, et qu'on pourra remanger des fromages au lait cru dans les collèges. Alors, ma petite note pour terminer, la réglementation, c'est toujours un peu le reflet de la société. Et la réglementation, elle a évolué avec ce mouvement sociétal que Yuna a décrit. Hein. Pour moi, il y a eu voilà, la vache folle et qui a remis les choses un peu à l'heure. Il y a eu beaucoup de confiance, du coup, un retour vers l'achat, vers les producteurs. Donc, il faut continuer ce dynamisme pour que la réglementation à côté, elle évolue aussi. Merci de votre attention. Celui-là, c'est mieux. Ouais. Merci beaucoup, Françoise. Juste pour dire que le RMT examine plus d'autres questions de réglementation, ça sera aussi l'occasion d'un atelier. Et notamment aussi, on est quand même assez attentif à la loi Egalim, qui est plutôt pas peu favorable au circuit court, qui a amené dans certains cas justement à déréférencer des produits en circuit court pour des produits bio ou durables d'origine plus lointaine. Donc voilà, donc on est là aussi pour être force de proposition factuelle, à partir de faits. Hein. Donc c'est vraiment tout ce travail de documentation sur le terrain pour montrer les réglementations qui doivent bouger, parce que c'est sans doute pas l'idée au départ de la loi Egalim, mais pour autant, il y a quand même un effet contre-productif dans certains territoires. Voilà, je donne tout de suite la parole à Jean-Sébastien, donc, qui va aussi nous raconter une autre façon de vivre cette histoire longue, courte, récente, ou moins. Et l'avenir. L'avenir, surtout. Bonjour, moi je vais me mettre debout. Donc Jean-Sébastien Piel. Donc je savais pas comment je devais lever la main tout à l'heure pour présenter. Donc aujourd'hui je suis paysan charcutier, donc essentiellement en fait sur une ferme, la ferme du Pressoir. Et aujourd'hui on a vécu complètement cette transition de projet de vie où aujourd'hui je ne suis plus paysan. Depuis le 1er janvier 2025, mais je suis charcutier. On a complètement réorganisé, repensé en tout cas notre façon de produire, de s'organiser collectivement toujours, parce que ça c'est une nécessité, c'est un peu le fil conducteur de notre histoire en tant que paysan, en tout cas dans les projets collectifs. Et c'est pour ça, en fait, en discussion avec Yuna et au niveau des CIVAM, l'idée c'était à la fois d'illustrer et de faire un focus en fait sur les dynamiques collectives. Donc là, je dois appuyer sur le bouton. C'est pas ça. Ça arrive. Ça, je maîtrise encore moins. Et voilà, c'est tout bon. Donc, pour illustrer tous les échanges qu'on a pu avoir, faire un focus sur nous, ce qui était un acte de résistance, il en a été question dans la fin des années 80, c'est-à-dire d'arrêter de subir le système agroalimentaire, de pouvoir en fait vivre de sa production, retrouver du sens sur sa ferme, sur ses fermes. Et collectivement, il y a une réflexion en fait qui a permis en fait collectivement à 12 producteurs, éleveurs, maraîchers, arboriculteurs, de créer le magasin Brin d'Herbe. Qui est entre Champy et Vezin-le-Coquet, donc autour de Rennes. On est vraiment en périphérie de Rennes. La réflexion, à cette époque-là, il y a 30 ans, c'était aussi le fil conducteur. Hein, on parle de 30 ans d'histoire des circuits courts. C'était de se dire, pour vivre, il faut se rapprocher en fait, de la ville. À cette époque-là, il faut se resituer en fait, 30 ans en, fait, en arrière, la relation ville-campagne, de vraiment retrouver du sens et retrouver de la proximité avec les consommateurs. Et donc, c'est là où sont partis, en tout cas, 12 fermes à Champy pour essayer en tout cas de mettre en œuvre en fait une dynamique et de répondre à ces enjeux de résistance.
Donc on a été associés, nous, au niveau de la ferme, en tout cas, à cette démarche-là. Et aujourd'hui, on est dans un focus où on a nourri, on continue à nourrir, et on se nourrit aussi à travers ces projets comme le RMT, le lien entre les agents de développement, les chercheurs, les différents acteurs et paysans, pour sans arrêt en fait imaginer en fait notre avenir, quoi, et le devenir de la consommation, de la proximité. Et ça, c'est l'histoire aussi de Brin d'Herbe, hein. On est dans un enjeu aujourd'hui au niveau agricole de renouvellement des générations. Là, plus ça va, on se disait il y a 10 ans, bon, ça va, on a encore un petit peu de temps. Mais là, on est à 50% en tout cas des... Hop, c'est la seconde. Merci beaucoup. C'est cet enjeu-là, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est 50% en tout cas des fermes qui sont dans une logique de renouvellement. Des fermes là globalement, hein, je parle bien au niveau agricole, de manière générale. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose en fait qui est important en fait dans le devenir de la place en fait de l'agriculture, du paysage agricole et de la proximité et de l'approvisionnement en fait en local. Donc c'est quand même tous ces chiffres-là qui montrent aussi qu'il y a une baisse en fait du nombre de fermes et un agrandissement parallèlement. Quelles conséquences en fait ça a, ce non-renouvellement en fait des générations, ces agrandissements. Parallèlement à ça, il y a quelque chose de positif, c'est que les personnes hors cadre familial, c'est-à-dire des gens extérieurs au monde agricole, viennent vers l'agriculture, veulent créer en tout cas et impulser en fait des dynamiques. On en parlera dans les perspectives positives, en tout cas des circuits courts. En tout cas, les effets négatifs, en tout cas nous, tels qu'on le voit, qu'on le vit, c'est les impacts en fait de l'agrandissement des fermes. C'est une perte de la biodiversité, de la qualité, des quantités de ressources, de l'eau, du sol, frein au développement au circuit court, la faible diversification des cultures, une perte d'emploi avec le recul de l'élevage. Donc là, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est tout ça en fait qu'on vit, ce qui est vécu en fait au niveau du monde agricole. Donc il faut se réinterroger en tout cas sur la manière en fait dont on veut permettre en fait la pérennité et le renouvellement en fait du monde agricole. Merci. Donc comme il y avait une fiche tout à l'heure qui montrait en fait qu'en 2020 il y avait une baisse ou en tout cas une stagnation en fait du magasin de producteurs. Donc Brin d'Herbe, nous on a vécu ça, c'est-à-dire que voilà, on s'est construit depuis 92, toujours dans cette dynamique en fait collective. Et 2020, 15 mars 2020, tout le monde l'a connu, tout le monde l'a vécu différemment. Nous on s'est adapté en tant que producteur à la vente, à la gouvernance, où là ça a été un effet assez phénoménal de se dire que les ventes elles ont augmenté de 40% sur le premier en fait confinement. Donc c'est quelque chose d'énorme et on s'est demandé comment on s'adapte. Et on y est allé avec plusieurs réseaux de producteurs. C'est là qu'on a découvert les vidéos conférences, les visios, les web, voilà. On s'est aussi adapté aussi à tous ces outils-là qui nous ont servi aussi à continuer à mutualiser nos problématiques et nos démarches, tout ça en s'appuyant sur manger au temps du coronavirus. C'était vraiment quelque chose en fait d'important pour nous. C'est à la fois une reconnaissance du fait qu'on existe, mais aussi comment on est pris en compte, en tout cas dans le devenir, en tout cas de nos territoires. Donc voilà, on s'adapte comme toujours. Et du coup, ça a créé aussi une forme de décalage en fait aussi avec le reste de la population, parce que nous, on était tout seuls sur la route de 6 heures, entre 6h et 7h le matin, et personne, c'était le No Man's Land. Donc, il a fallu aussi maintenir en fait ces dynamiques aussi pour montrer que nous, on est toujours là, et qu'on a besoin en fait des consommateurs, mais pas que pendant le Covid. Donc là, on a bien vu en fait 2021-2022, qui est assez parallèle à ton graphique là, de tout à l'heure, en fait, que il y a eu un total changement de dynamique où là 2020-2021, on était limite euphorisant et on croyait à un autre monde. Et oui, ça fait du bien d'y croire. On est vite redescendu de notre utopie. Les chiffres en fait parlants, l'organisation parlante. Ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué, 2020, fin 2021, 2022. Ça a été une transition où on s'est vraiment interrogé sur nos fermes, et toujours via Brin d'Herbe que j'illustre à travers ça, la problématique des investissements.
se dire, on a investi avant le Covid, la baisse de fréquentation en fait, ne nous permet pas en fait, de joindre les deux bouts, de se reposer la question de la stratégie qu'on avait adoptée en 2018. Et là, patatras, en 2022, il faut vraiment en fait, s'adapter, essayer de rebondir, qui questionne la gouvernance et le modèle économique. Donc, tout ça, en fait, ça a engendré en fait, des frustrations, des questionnements de charge mentale et puis de comment en fait, on allait continuer en fait, à rebondir en tant que paysan, en tant qu'acteur en fait, du monde agricole. Et parallèlement à ça, il y avait toujours cette idée en fait, de renouvellement des générations qui arrivait. En fait. Et quel devenir ont ce type d'outils à travers le renouvellement des générations. Donc, il a fallu aussi prendre tout ça en compte pour réfléchir en fait, à l'adaptation et au rebondissement en fait, des générations au sein de ce type de projet. Il y a une autre photo, s'il te plaît. Non, il n'y en avait pas une autre avant? Non, bon, c'est bon. Ah, ok, c'est là derrière. Bon, il y avait une réflexion en tout cas sur de retrouver. Ah oui, c'était l'autre d'avant, pardon. C'était le retrouver de moments en tout cas d'échange collectivement pour essayer de bien se confronter en fait à notre réalité et de rebondir et de s'entourer. Encore une fois, je reviens à l'intérêt de ce type de projet RMT, c'est-à-dire que ça traduit en tout cas des outils, des supports, mais aussi toujours des réflexions avec des chercheurs, des acteurs du terrain et des paysans. Et ça, pour nous, c'est un enjeu en tout cas assez important au niveau du réseau CIVAM. Donc après, il a fallu imaginer la suite en tout cas du projet Brin d'Herbe, mais aussi collectivement comment en fait on essaye d'envisager en fait des choses plus sereinement. Et donc ça continue à évoluer. En fait, il y a vraiment autour de Rennes des pistes. Là, je parle de la Bretagne, mais je voyais sur la carte que dans les Landes, en Gironde, dans le Sud-Est, ça continue, l'effervescence est continue, en tout cas en termes de dynamique collective et individuelle en circuit court. Et ici, c'est beaucoup de collectifs qui sont mis en place. Brin d'Herbe, il y a 30 ans, c'était autour de Rennes, on se rapproche de la ville, des consommateurs. Et là, il y a eu un essaimage de dynamique autour des AMAP, autour des groupes de paniers en milieu rural et aussi de collectifs. Je pense au collectif Biotope qui est à Vignoc, à une petite demi-heure au nord de Rennes, où c'est une pépinière de dynamique de maraîchage, de pâtes fraîches, de pain, de pépinière en agroforesterie, qui a permis en fait de retrouver en tout cas du sens aussi en milieu rural, la proximité, les services de proximité. Et ça, c'est des choses qui se mettent en place de plus en plus un peu partout en Ille-et-Vilaine et ailleurs. Voilà, il y a le projet tertiaire, Marcy et Raoult là, qui se met en place aussi, à la ferme de la Rodet à côté de Dinan, où c'est des complémentarités de production agricole, voire tertiaire, parce qu'il y a des projets où il y a des avocats qui sont présents, il y a des dynamiques agriculturelles aussi. Donc revivre le monde rural, et toujours en faisant le lien en fait, entre monde rural et monde urbain. En tout cas, voilà, on a la nécessité de travailler sur les problématiques, sur cette nouvelle forme d'installation. Donc, travailler sur le foncier. Terre de Liens s'y emploie, en tout cas, qui est partenaire des CIVAM depuis longtemps, sur ces dynamiques collectives autour des GFA, des SCI, mais aussi l'appel à participation de consommateurs. Donc, c'est une autre forme aussi d'implication des consommateurs, des collectivités, de soutenir ce type de projet. Il y a ce qu'on appelle la SIAP, c'est des coopératives d'installation à l'agriculture paysanne. C'est des formations qui sont aussi adaptées, qui sont réfléchies pour accueillir des publics hors cadre familial, entre autres, pour réfléchir en tout cas sur les enjeux d'installation, les nouvelles formes juridiques, j'en parlais, de plus en plus de scope agricole, agri-rural. Et ça, c'est aussi des choses aussi à prendre en compte dans le devenir, en tout cas, de ces dynamiques collectives. Et puis des engagements de collectivité. On pense à l'expérimentation de Belle-Île-en-Mer et le lien de proximité entre les agents de développement des collectivités. Donc, en tout cas, il y a du positif dans tout ça, dans 30 ans d'histoire, en tout cas, des circuits courts à travers Brin d'Herbe. Brin d'Herbe est continu. Il y a le renouvellement qui est en train de se faire au niveau des générations, au niveau des dynamiques, essayer de continuer à repenser en tout cas le fonctionnement. Et puis de se dire, voilà, d'ici 10 ans, le RMT, il aura toujours un enjeu, il y aura toujours en fait un contexte et il y aura de plus en plus de gens au circuit court. Donc pour faire le lien en fait
Au niveau de brin d'herbe, il y aura, je crois, dans un des ateliers, une visite de main de brin d'herbe. Donc vous rencontrerez Ludovic Fauvel, qui est apiculteur, qui est impliqué. Et puis il y a aussi d'autres ateliers sur les dynamiques collectives. Voilà, vous en saurez un peu plus plus tard. Donc voilà ce que je pouvais dire. Merci. Eh bien, merci à toutes et tous. Je pense qu'on a fait un bon regard sur les 30 ans en arrière et puis sur tout ce qui se passe et fini sur une note positive grâce à Jean-Sébastien. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, je vais pouvoir vous laisser la parole pour poser quelques questions. On a jusqu'à 11h30, donc on va pouvoir prendre plusieurs questions. On peut aussi prendre des questions en ligne via le chat que Clémence nous transmettra. Et donc voilà, je vous laisse la parole aussi bien sur des questions sur l'histoire, sur des témoignages, sur des questions sur l'avenir, quel levier, où est-ce qu'on en sera dans 10 ans, où est-ce qu'on se retrouve dans 10 ans, peut-être dans 5 ans déjà, si on a une 3e édition du RMT, ce qu'on espère, ce sera pour 5 ans. On espère avoir la réponse bientôt. On aurait aimé vous partager la réponse aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et donc voilà, je vous laisse la parole pour voilà, interroger nos différents intervenants et intervenantes. C'est toujours difficile, la première question de la journée. Les témoignages étaient quand même assez riches. La réglementation, comment on quantifie les circuits courts, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, voilà. Mais n'hésitez pas, même si vous avez des témoignages de choses que vous avez pu voir aussi sur cette historique des circuits courts. Et voilà, on a une première question. Merci. Merci, je me lance. Il y aurait plein de choses à dire, mais je vais aborder par un sujet particulier. Nicolas Vivier, je suis ici au titre de COP-Circuit, qui est une plateforme coopérative de vente en ligne. Mais j'ai une autre casquette, je suis artisan pastier dans la Manche. Et je me posais la question, quand on parle de producteurs, de quoi on parle? C'est-à-dire, en fait, en général, on parle d'un exploitant agricole, mais le dernier intervenant montre bien que quelquefois, le producteur, ça peut être un artisan. Donc c'est moi, mais du coup, il y en a d'autres. Et qui quelquefois ne sont pas traités de la même façon du point de vue de la réglementation. Par exemple, on parlait des facilitations pour les transports tout à l'heure. Et si dans un collectif, il y a des artisans producteurs et des exploitants agricoles, ils ne sont pas traités de la même manière, ils n'ont pas tous les mêmes facilités. Il y a pas mal d'autres cas où cette distinction se fait. Et on incite beaucoup aussi les exploitants agricoles à monter des ateliers et tout. Et c'est très bien qu'ils puissent le faire. Mais en même temps, paysan, c'est déjà un métier pas simple, quoi. Et si on veut faire des filières en circuit court, je pense que c'est pas mal qu'il y ait des artisans aussi qui valorisent les produits locaux, les savoir-faire, etc. Et voilà, ça m'aurait intéressé d'avoir votre sentiment par rapport à ça et comment ça peut évoluer. Tu hochais la tête plus fort que les autres. Oui. Oui, je vais juste prendre la parole justement pour au titre du RMT. En effet, on a tout de suite, et je l'ai dit, et notamment on a Sandrine Bis de la CGAD qui est là, qui représente les métiers de bouche, donc en disant les circuits courts, c'est pas supprimer les intermédiaires, c'est aussi retisser la coopération entre des agriculteurs, des producteurs d'aliments, des consommateurs, bien sûr, avec souvent des facilitations des collectivités, des habitants, des citoyens et des acteurs du conseil et du développement. Donc après, donc en effet, la définition officielle du circuit court c'est un intermédiaire maximum entre producteurs agricoles et consommateurs. Mais il y a justement toute cette opportunité des intermédiaires qui sont on n'aime pas trop le terme d'intermédiaire mais plutôt partenaires en fait, partenaires de chaînes plus courtes. Mais je vous rejoins, et notamment il y avait un autre projet qui était dans le RMT, peut-être même avant, je vois Pascal Aubry qui est là, qui s'appelait Intervalle, donc un projet CASDAR, où on avait examiné justement les conditions juridiques et fiscales de l'activité des agriculteurs et des artisans, notamment des bouchers, parce qu'il y avait des idées que peut-être il y avait une concurrence déloyale de certains agriculteurs qui avaient accès plus facilement à certaines aides, alors que les artisans non. Donc on avait mis tout à plat. Et ce rapport, qui est normalement sur le site du RMT encore, ou sinon on va le retrouver, parce qu'on avait fait travailler un juriste là-dessus, et donc ça avait mis à plat en disant finalement les agriculteurs ont certains avantages, mais les artisans en ont d'autres. Enfin, ça avait permis de remettre un peu à plat ce débat-là, mais Françoise a certainement justement des compléments sur ce sujet. Oui, alors effectivement, nous on est dans un positionnement, on est tous en milieu rural,
On doit vivre ensemble et puis essayons d'avoir plutôt des synergies que des conflits. Mais en particulier, moi, dans ma région, on a été confrontés en 96 avec la vache folle. Nous, les bouchers, vous voyez, en Bourgogne, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se sont lancés dans la vente directe. Et à ce moment-là, ça a été très, très conflictuel. On s'est retrouvés avec les syndicats de boucherie à Dijon et c'était pas très sympathique à regarder les réglementations. Alors la réglementation sanitaire, elle est exactement la même pour tout le monde. Et on se bat dans le même chose, la petite échelle, faire reconnaître cette petite échelle. Alors voilà, on appelle ça la petite échelle et la souplesse. Il y a une question, parce qu'il y avait en 96 une loi, la loi de promotion de l'artisanat, qui a mis en place que pour tous ces métiers de bouche, boucher, charcutier, glacier, peut-être bien pastier, le fait d'avoir un CAP ou 3 années d'expérience pour exercer en tant que salarié pour exercer ce métier. Et voilà, nous l'argument était le suivant, c'est de dire on a des agriculteurs, eux, ils utilisent normalement que la matière issue de leur exploitation. Je découpe ma viande, je ne fais pas d'achat-revente à côté. Donc c'est un autre métier en fait que boucher, qui lui va acheter et peut acheter finalement, il peut acheter un morceau de viande, il peut acheter une carcasse, il peut acheter un animal sur pied, il peut acheter du prêt à découper. Et donc on a 2 métiers. C'est pas exactement la même chose. On avait même démontré, parce qu'on avait eu un petit travail de payé par la DRAF à l'époque, qui montrait qu'en fait les agriculteurs prenaient plutôt des clients à la GMS, à la grande surface, qu'au boucher. Donc voilà, pour moi, il faut vivre ensemble. Il y a parfois des agriculteurs qui fournissent des artisans, et c'est très bien quand on peut avoir une chaîne vertueuse de ce type-là. Parfois, ce n'est pas le cas. Et puis, chacun un peu dans sa trajectoire pour nourrir ce milieu rural dépeuplé. Je disais, nous, on est tellement dépeuplés, on a besoin de tout le monde, quoi. Arrêtons de se taper les uns sur les autres. L'important, c'est de faire des bons produits. Finalement, alors, pour vous dire, nous, nos réunions, on en a eu tous les ans pendant quasiment 10 ans. Et un jour, on sort de cette réunion. Moi, j'en avais marre d'y aller pour dire la même chose, quoi. Oui, il y a un certain nombre d'avantages maintenant un peu fiscaux, voire d'accès aux aides. Mais en agriculture, il faut produire. Hein. Donc, pour dégager 1 euro, il faut un certain temps. Hein. Vous n'allez pas vendre tout de suite. Donc, il faut beaucoup de capital pour aller dégager 1 euro en revenu. Ce qui est moins vrai chez un artisan. Donc finalement, en démontrant, on est dans des systèmes un petit peu équivalents. Et finalement, en sortant de cette réunion, et après ça a été arrêté, finalement, si tout le monde fait des bons produits, on arrive à vendre, quoi. Il n'y a pas de concurrence entre les circuits. En fait, c'était la grande conclusion de tout ça. Arrêtons, on peut trouver, effectivement, travailler ensemble. Alors ça arrive aussi sur certains magasins de producteurs où il y a des artisans, et c'est très très bien, quoi, d'arriver à travailler ensemble. Mais arrêtons, en milieu rural, de dire toi t'as pas ci, toi t'as pas ça. Finalement, de toute façon, voilà, on arrive un peu aux mêmes choses. Oui, dans les années 90, il y avait toute une réflexion, en tout cas autour de la place du paysan boulanger et la délation des boulangers, parce qu'il fallait le CAP pour la reconnaissance du boulanger. Et le paysan, en fait, produisait ses céréales, mais faisait son pain, et il n'y avait pas de reconnaissance. Donc ça a été un gros travail aussi de reconnaissance du statut au niveau de la MSA, et il fallait une équivalence d'une demi-SMI, surface minimum d'installation, pour avoir ce statut-là et une reconnaissance de paysan boulanger. Ça a été long, en fait, ça a été... non. Excusez-moi. Ah, ok. Bon, on ne va pas aller sur paysan boulanger, alors. On ne peut pas aller sur paysan boulanger. D'accord. Excusez-moi, c'est que... Ok. Bon, j'ai fâché Françoise, pardon. Bon, donc je parlais de moi. Du coup, non, mais l'idée, c'était que nous, on était paysans. On a été paysans pendant une 30aine d'années. La conjoncture post-Covid a fait que la biosécurité en élevage plein air, en porc bio, l'évolution du cahier des charges bio, la non-fidélité des consommateurs, l'éloignement, a fait qu'on s'est vraiment interrogé, en tout cas, sur notre possibilité d'investissement et de rebondir sur l'élevage en tant qu'éleveur. Producteurs de céréales, transformateurs, vendeurs. On avait 4 métiers, voire 5, parce que ressources humaines, comptabilité et compagnie, à gérer en fait pendant plus de 30 ans. Et là, il a fallu réfléchir à plusieurs éleveurs et aussi artisans
de se dire comment on peut rebondir ensemble. Quelle complémentarité on peut avoir sur le territoire entre éleveurs, producteurs de céréales et artisans pour continuer à exister en fait. Et donc là, on repense depuis quelque temps la complémentarité entre les différents acteurs. Et là où on était vraiment polyvalent et multicarte pendant des années en tant qu'éleveur, et on est beaucoup à s'interroger sur retrouver en tout cas du sens et moins de charges dans tous les sens du terme, et essayer de s'appuyer sur des outils existants ou à créer, mutualiser sous d'autres formes, quoi. Voilà. Donc j'arrête de parler paysans boulangers. Parce que paysan boulanger, voilà, c'est beaucoup utilisé, parce qu'il y a un CFPPA qui forme, soi-disant, des paysans boulangers. Pour moi, paysan, c'est paysan. Il y a paysan qui fait du pain avec les céréales de sa ferme, et il y a boulanger. Et je déconseille l'utilisation si tu n'as pas ton CAP. On respecte l'artisanat. Si tu n'as pas ton CAP ou tes 3 années d'expérience, tu ne t'appelles pas paysan boulanger. Voilà. Nous, on a des paysans boulangers qui ont vraiment ce CAP. Par contre, autrement, tu es paysan qui fait du pain. Comme il y a des agriculteurs qui font de la charcuterie. Donc, ils ne sont pas charcutiers. Ils sont paysans qui transforment leur porc. Donc, attention au milieu rural pour aussi se respecter les uns les autres, pour pouvoir travailler ensemble. Et voilà. Alors, on pourra en discuter au moment du déjeuner, parce que voilà, vous avez vu dans le programme, il n'y a pas de pause ce matin, on enchaînera, mais au moment du déjeuner, ce sera l'occasion d'ouvrir tous les débats, dont paysan, boulanger ou paysan qui fait du pain. Voilà. je laisse le débat en suspens pour le poursuivre au moment du déjeuner. Et on va prendre d'autres questions. Et d'abord, je vais proposer à Gwenaëlle Raton juste d'intervenir sur les questions de logistique, puisque c'est aussi une grande question au sein de cette histoire des circuits courts et au sein des actions qui ont été menées dans le RMT Alimentation Locale, parce que ça fait partie des sujets qui ont beaucoup intéressé, mobilisé différents membres du RMT. Et donc voilà, c'était intéressant d'avoir cet échange avec Gwenaëlle, et qui sera poursuivi au moment des ateliers et des visites également. Mais voilà, d'avoir un petit mot ce matin au moment de cette table ronde. Donc je te laisse la parole, Gwen. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, on pourrait s'interroger pourquoi est-ce que dans la RMT, on s'est investi sur cette question logistique. La logistique est souvent associée aux chaînes longues, et on peut se demander, si on ne connaît pas le sujet, pourquoi ça intéresse les agriculteurs, les circuits courts et les circuits de proximité. La logistique, c'est toutes ces opérations qui permettent le transfert de flux, de marchandises, d'informations, mais aussi de flux financiers, de la ferme jusqu'au consommateur. C'est souvent associé à des grandes entreprises internationales, des grands entrepôts. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça apporte un avantage concurrentiel dans le secteur d'être performant sur la logistique. Et on s'est rendu compte dans la RMT que c'était intéressant d'investir cette question parce qu'on en a parlé à l'instant, les circuits courts et circuits de proximité vont modifier les métiers. Et pour les circuits courts, la réduction du nombre d'intermédiaires va faire porter sur les agriculteurs qui vendent en circuit court, mais aussi les artisans, un certain nombre de tâches qui sont logistiques, dont ce n'est pas le métier, et qui peuvent poser des problématiques, notamment le temps passé à ces tâches et les coûts passés à ces tâches. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à investir ce sujet, c'est-à-dire qualifier concrètement quelles sont ces tâches, quels sont ces temps passés par les agriculteurs, et chercher à résoudre un problème qu'on a identifié, qui est que certains producteurs vont livrer leurs débouchés et le font à perte, c'est-à-dire que la valeur de la marchandise livrée dans le véhicule est inférieure, ne serait-ce qu'au coût du transport, donc sans compter les coûts de la production. Donc ce qui était effectivement une problématique qu'on peut encore rencontrer. Ça veut dire qu'on peut aussi agir sur la façon de livrer et qu'il faut réinventer la façon de faire du transport. On est hyper performant, plutôt performant en tout cas pour les chaînes longues, des gros véhicules pleins, des retours à vide limités. Par contre, sur le transport avec des plus faibles distances, on peut moins agir sur le levier de la massification. Et donc, il faut réinventer la façon de le faire. Et là, on a pu mettre en discussion dans le groupe logistique plusieurs leviers, solutions individuelles, mais aussi collectives pour ceux qui le souhaitent, avec des questions de réglementation aussi, le compte
pour autrui. Et on voit qu'on a besoin on voit que les circuits courts vont renouveler la façon de faire du transport. Il y a une dimension sociale qui est très importante, qui fait qu'il y a beaucoup d'acteurs associatifs qui s'investissent dans ces sujets. Or, faire du transport, a priori, c'est une activité économique. Faire du transport pour les autres. Donc aujourd'hui, comment on gère ces initiatives hyper intéressantes d'un point de vue social, mais qui sont peut-être pas toujours dans les clous d'un point de vue de la réglementation. Voilà, c'est partie des raisons pour lesquelles on s'intéresse à ces sujets, et on va le faire encore de plus en plus, puisque maintenant les collectivités cherchent à structurer des logistiques locales et s'investissent sur des projets d'envergure territoriale. Merci Egoine pour tous ces éléments et ces précisions. Je crois qu'il y a une question ici. C'est parfait, vous avez déjà... Bonjour, c'est bon, ça marche. Hermine Chambardelot, CNRA, Conseil national pour la résilience alimentaire. Merci beaucoup pour ce que vous venez de dire. Petite question, est-ce que dans le cadre de cette réflexion sur les circuits courts, vous travaillez avec les acteurs et les auteurs des circuits longs? Parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a deux systèmes un peu parallèles. Quand on fait du circuit long, on pense spontanément qu'on doit être en capacité de faire aussi du circuit court. Est-ce que c'est donc les logisticiens en fait qui travaillent sur ces circuits longs travaillent aussi sur ces circuits courts? Et comment est-ce que vous travaillez avec eux ou pas? Ou est-ce que ça se fait dans un second temps? Voilà, c'est un peu ma question. Merci. Alors, oui, effectivement, on voit bien tout l'intérêt de créer du lien entre des acteurs professionnels de la logistique, mais qui ne maîtrisent pas non plus le transport de proximité, qui doivent réinventer leur métier, et des acteurs qui ont des besoins de transport et de logistique qui ne sont pas professionnels. Il y a intérêt, effectivement, créer du lien entre ces acteurs qui se connaissent mal. On a des projets de recherche dans le RMT sur ces sujets. Et demain ou après-demain, parce que je m'y perds un peu, on a une visite très intéressante sur le hub éthique, qui est justement un nouveau type d'acteur du transport, qui est centré sur les circuits courts et de proximité, qui propose de faire une autre façon de faire du transport, c'est-à-dire être garant des valeurs des agriculteurs et des artisans qui veulent vendre en local ou en circuit court. C'est un transporteur qui est, par exemple, qui est centré sur le transport de produits bio. On a comme ça des acteurs qui émergent en France et qu'on étudie. Et puis on a aussi envie d'étudier des transporteurs qui sont des grands groupes installés, qui investissent ce marché ou à qui on demande de transporter ces produits. Et c'est d'autres types de services qui sont proposés. Donc effectivement, c'est un vrai sujet de croiser les circuits, de voir dans quelle mesure on garde la dimension alternative de ces circuits ou qu'on va vers des formes d'hybridité, voire de conventionnalisation. L'intérêt de ça, c'est que ça offre une large gamme de solutions à des acteurs. Chacun va trouver celle qui, a priori, lui convient. Oui, alors déjà, les agriculteurs sont les premiers à combiner circuits courts et circuits longs, puisqu'on a quand même... Finalement, alors même si le recensement 2020 est moins précis sur ce sujet qu'il ne l'était en 2010, mais en 2010, on savait qu'il y avait un pôle d'agriculteurs pour lesquels plus de 75% du chiffre d'affaires était fait en circuit court, et un pôle pour lesquels c'était plutôt 5-10%, donc répondant bien à cette idée de diversification des débouchés et des revenus. En 2020, on n'a pas cette info-là. Ça montre aussi qu'il faut aussi vraiment qu'on fasse tous remonter le besoin de statistiques publiques sur ces sujets. On compense un peu avec Plateforme Terre Food et le RMT, mais on ne peut pas tout faire. Et donc, notre idée est plutôt là aussi d'être force de proposition pour que les statistiques intègrent mieux cette diversité de circuits dans les statistiques publiques. Donc les agriculteurs combinent, les consommateurs combinent. Donc il n'y a pas d'opposition. Et dans le RMT, donc sont bienvenus aussi. On a pu travailler avec des coopératives aussi qui sont inscrites dans ces circuits. L'idée étant de voir justement comment ça se combine, comment ça devient complémentaire plutôt que concurrent. Donc c'est vraiment voilà, il n'y a pas de y compris. Alors, on a eu ce travail qui est difficile, notamment avec Louise Massé et Elena Pevin de Chambre d'Agriculture France, de regarder comment les supermarchés s'intéressent aux circuits courts.
Autant vous dire que c'est pas simple de rentrer dans ce milieu-là, et c'est pour ça qu'on aura sans doute des discussions intéressantes avec nos partenaires européens. Dans d'autres pays, les circuits courts avec les supermarchés sont bien plus anciens et bien plus, je n'arrive pas à trouver le terme finalement, sincères. Enfin, en tout cas, voilà, chez nous, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il n'y a pas on les diabolise pas a priori et on regarde, on documente. Le RMT, il est là, il est froid, le RMT. Il documente, on essaie de se poser les bonnes questions et de construire la confiance pour que petit à petit, les données soient partagées. C'est un peu plus compliqué avec ce milieu-là, mais on voit qu'il y a déjà des cas intéressants, il y en a qui le sont moins. On en reparlera cet après-midi, notamment un atelier qui posera les questions entre circuits courts et agroécologie, biodiversité, où c'est là que c'est moins évident quand même que ces liens entre les acteurs des circuits longs finalement continuent à imposer les règles des circuits longs, même quand ils viennent en circuit court. Et finalement, c'est assez peu compatible avec de l'agroécologie qui n'a pas pour objectif de maîtriser le vivant, en fait, de le contrôler, mais plutôt de respecter son hétérogénéité. Et le circuit long, il n'aime pas l'hétérogénéité. Donc les acteurs des circuits longs qui veulent de l'homogénéité en circuit court, ça ne marche pas. Donc c'est un peu dans ces détails un peu techniques qu'on voit s'il y a possibilité aussi de coopération, mais en tout cas, dès qu'il y a des bons exemples, on est là, le RMT est là aussi pour justement les mettre en avant pour que ça puisse inspirer d'autres cas. Je peux juste compléter parce que je vois qu'il y a Guéric qui est présent de l'ASIC Manger Bio 35 par rapport à un exemple en tout cas de logistique dans Manger Bio 35, c'est l'approvisionnement en produits bio en fait en restauration hors domicile dont nous on fait partie. Donc nous on va livrer directement les collectivités, mais aussi on passe par Eubétique, vous en parliez tout de suite. Mais aussi il y a un partenariat en tout cas économique avec la STEF qui est une plateforme en tout cas de logistique. Donc là plus que circuit long, donc très grande distribution. Donc il y a des éleveurs, des producteurs qui travaillent en direct, qui se font prendre en fait leurs produits directement chez eux, ou soit nous, on emmène sur la plateforme de la STEF et après c'est redistribué parce qu'ils ont leur logistique, en tout cas, voilà. Donc il y a des exemples, voilà, et je pense qu'il y en a un peu partout en France, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose, il n'y a pas un atelier en lien avec Manger Bio, si, il me semble aussi. Donc voilà, il en sera question en binôme, voilà. Et donc on va pouvoir prendre une dernière question, je pense, avant de passer à la table ronde suivante. Et donc voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, moi c'est Amélie Pecle, je suis paysanne boulangère. Et je me permets le terme parce qu'effectivement mon mari a passé le CAP. Et je suis d'accord avec vous, c'est un seul des secteurs alimentaires et agricoles où il y a eu des passe-droits qui ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, voilà, on peut être paysan boulanger, s'installer paysan boulanger et faire un peu n'importe quoi en boulangerie sans avoir, en toute liberté quelque part. Mais passons là-dessus. Je posais une question plus sur la pérennité des installations hors cadre familial. Donc moi, je me suis installée en tant qu'agricultrice hors cadre familial par conviction écologique. Et aujourd'hui, je me reconvertis dans l'écologie industrielle et territoriale et la transition durable des organisations avec un focus sur l'alimentation durable. Mais parce que pour moi, j'ai vécu tout ce que vous avez dit aussi sur l'évolution de la vente en circuit court, le boom du Covid et la récession après. Et je ne sais pas si vous avez entendu ça aussi, mais il y a beaucoup de particuliers qui disaient que si on n'a pas appris à faire du pain pendant le Covid, on a raté son Covid. Et donc nous, on s'est retrouvés confrontés à beaucoup d'installations agricoles, paysans boulangers. Et du coup, aujourd'hui, il y a une concurrence qui s'installe et qui se crée et une difficulté du coup à développer nos circuits. On a été du coup aussi confrontés à cette logistique où nous, moi je suis en plein centre Morbihan, on vendait sur les marchés de Lorient, les AMAP à Lorient, etc. Et du coup l'augmentation du prix du carburant nous a posé question sur l'éthique écologique aussi de notre activité d'aller livrer loin et de faire
de pas avoir les moyens d'avoir un véhicule électrique, etc. Et du coup, on arrête notre activité qui est épuisante parce qu'on n'était pas bien fait, peut-être aussi pour l'agriculture au-delà de notre éthique, et qu'on a pris aussi. Alors, je pense que ça fait le lien avec l'intervention qu'il va avoir après, mais on a voulu que notre système soit robuste. Et au final, dans ce moment d'entre-deux, on se rend compte que nos collègues nos voisins qui sont en filière longue, qui ont les béquilles des pesticides pour pallier à tous les accidents climatiques, font qu'ils ont finalement plus de résilience et de robustesse encore dans ce système-là. Et voilà, nous on en a pris finalement, on voulait prendre soin d'un petit bout de la planète et faire notre part. Et on a été plus impacté par le climat que l'impact positif qu'on pouvait avoir. Et donc, on réfléchit à se réorienter, à continuer notre engagement, donc ça c'est super. Mais est-ce que, pour en venir à ma question, est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres sur la pérennité des installations et parce que c'est aussi une autre question qui arrive, qui est peut-être moins optimiste, même si je veux le garder l'optimisme. Merci beaucoup pour à la fois le témoignage et la question. Et alors, tu as envie de commencer? Est-ce que ça... Alors, cette question elle reste au cœur de nos circuits courts. Elle est là, présente depuis toujours. Il est important de bien réfléchir son installation. C'est un moment où il faut se poser toutes les questions et il faut essayer de s'entourer de toutes les personnes qui vont aider à prendre en compte. Alors, dans le cadre du RMT, mais aussi avant, il y a eu un projet qui était un casse-d'art sur les références sur les circuits courts, qui a été un peu fondateur, nous, du RMT, je pense, enfin, si je peux le dire comme ça. L'idée, ça a été de travailler sur beaucoup d'exploitations sur toute la France et de regarder justement cette diversité. Parce qu'on ne peut pas dire... moi, j'ai toujours des gens de la filière longue qui nous disent oui, mais les producteurs, c'est pas rentable, ils arrêtent. Oui, alors mais en filière longue, moi j'en connais beaucoup aussi, moi dans ma région, qui font de l'élevage par exemple bovin et puis qui travaillent 70 heures et qui ne dégagent pas le SMIC. Hein. On en a plein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se mettre une balle dans le pied parce que voilà, il faut entendre tout ça. Il faut essayer de réfléchir les installations. Il y a de la concurrence parfois. C'est un phénomène un peu nouveau pour nous, de producteurs entre eux. Et attention, là-bas, tu as Pierre, tu as Paul, tu as Jacques. Comment tu fais par rapport à ça? Est-ce que tu as regardé avec eux? Alors, il y a la question de nos zones dépeuplées. Ça me faisait beaucoup de résonance parce que moi, on a des producteurs qui font beaucoup de kilomètres. Mais vous savez, quand vous êtes à 4 habitants au kilomètre carré, c'est clair qu'il faut aller les chercher à la ville, les consommateurs. Il n'y a pas de réponse. Alors là, le co-transportage, il est nécessaire, quoi. On travaille à plusieurs. Voilà. Se mettre en réseau, c'est un des éléments et pas être isolé. Il ne faut pas rester isolé. Là, on est maintenant dans un monde un peu complexe. Il n'y a pas de réponse unique. Je pense que votre réponse à vous, ce n'est pas celle de celui d'à côté. Et c'est vraiment en travaillant ensemble, en trouvant des solutions sur ça, parce que c'est vrai que c'est... Là, l'autre jour, j'avais quelqu'un et ça m'a fait un petit peu... C'était difficile à entendre, mais il faut savoir faut l'entendre. Quelqu'un qui me disait, moi, ça fait 5 ans, finalement, elle a atteint les objectifs de son prévisionnel. Ça va relativement bien, mais je lui dis, si tu avais à le refaire, elle me dit non. Là, je me suis assise 5 minutes. Elle me dit, finalement, je suis usée. Voilà. Donc ça, oui. Il faut qu'on arrive. Il n'y a pas de réponse unique là-dessus. Voilà. Mais c'est un des travaux sur le REPT. Il faut qu'on s'interroge sur tout ça.
J'avais juste un petit apport sur en lien avec votre question. C'est aussi l'importance du rôle du conseil et de l'accompagnement dont Françoise apporte le témoignage puisque c'est la fonction qu'elle exerce. Et il y a des structures comme la Marmite qui fait partie des CIVAM, par exemple dans le Morbihan, qui organisent des temps de rencontres justement qui s'intitulent entre complémentarité et concurrence pour que des installés, des nouveaux installés, des acteurs du territoire puissent se rencontrer et discuter ensemble et justement faire en sorte qu'ils trouvent leur complémentarité et ne soient pas en concurrence. Donc d'où l'importance de l'accompagnement et du conseil à la fois individuel et en collectif au niveau des territoires. Donc voilà, c'était pour apporter cet élément en lien avec ce que c'est ce que j'allais compléter en tout cas. Non, mais c'était très bien. C'est qu'il y a des structures, en tout cas, c'est des structures, des projets qui sont implantés en fait dans leur territoire. Tout à l'heure, je parlais de la SIAP, alors qu'intervient en amont de l'installation et du 3P. 3P, c'est le dispositif en fait classique en fait à l'installation aidée, mais qui permet en tout cas de se rencontrer, de se confronter à une réalité en tant que futur maraîcher, futur paysans boulangers, je le maintiens, paysans maraîchers, paysans charcutiers, je veux dire, c'est que se confronter, il y a tout un dispositif, en tout cas, d'accompagnement de référents territoires, de référents techniques, qui permet pendant 1 à 2 années, en fait, vraiment de pouvoir se projeter et de pas de se dire, j'ai fait du pain pendant le Covid, je suis paysan boulanger. Mais je l'entends, mais très, très bien. Et voilà, pour aller plus loin par rapport à ton parcours, j'ai vécu ça depuis 3 ans, vraiment. Cette notion de sacrifice paysan, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est une réalité. C'est souvent dur d'en parler d'ailleurs. Mais aussi de voir en fait pas mal de collègues qui sont dans cette panade-là et qui sont investis et surinvestis au niveau syndical, au niveau associatif, au niveau des groupements de producteurs, trouver des solutions, rebondir, rebondir. C'est hyper complexe, quoi. Donc, il faut se sentir bien épaulé, bien soutenu. Et c'est vrai qu'il faut envisager toujours, en fait, ces complémentarités de territoire pour continuer, en fait, cette complémentarité de débouchés. Et selon le territoire, voilà, il y a des organisations, il y a des choses, en fait, à vivre. Mais voilà, là, je vais m'arrêter là parce que c'est compliqué d'en parler, des fois. Juste, et puis c'est aussi le rôle des projets alimentaires territoriaux quand même d'essayer de faire cette coordination localement pour éviter les concurrences et puis d'organiser les complémentarités. Donc c'est important de ressouligner à chaque fois ce nouvel outil finalement parce que c'est né en 2014, mais c'est aujourd'hui pleinement que justement les PAT sont là dans 444, je crois, PAT, donc dans beaucoup de territoires et on peut attendre de ça. Mais vous pointez une bonne question, on manque de chiffres. En tout cas, le panorama sur les résultats économiques en circulant ne sont pas forcément plus optimistes. C'est surtout ça qui nous inquiète, c'est parce qu'il n'y a pas circuit court ou installation hors cadre contre installation y compris les gens qui héritent de fermes ne sont pas forcément en bonne situation financière. Donc tout ça doit nous poser des questions collectives. On continue. Merci beaucoup. Donc on va clore cette table ronde. Donc merci à nos intervenants et nos intervenantes. La transition était toute trouvée. J'ai l'impression que la fin de ces interventions et les échanges nous amènent à nous questionner sur le prochain temps, qui est cette question, on a parlé donc d'histoire et on est arrivé aux temps actuels et en tout cas ce qui peut amener des acteurs depuis leurs différentes places, producteurs, productrices, acteurs de la transformation et puis d'autres, de justement trouver leur place et à des moments d'un long parcours, Jean-Sébastien Piel, ce qu'il témoigne aussi, c'est d'un long parcours où en fait il y a eu plusieurs installations dans l'installation. Et pour moi, ça sonne de la question de la résilience et éventuellement de celle de la robustesse, comment nos systèmes, mais nous aussi en tant qu'humains, qu'acteurs, de collectifs, comment dans ces moments de transformation et à partir des chiffres qu'une dynamique collective comme le RMT peut nous apporter, comment à partir de là, on prend des décisions, on réfléchit, on teste, on revient en arrière, on avance. Donc, c'est l'objet de ce dernier temps de la matinée qui s'appelle donc, qui est autour de la question des incertitudes. Et on va essayer d'à partir d'un témoignage donc, de Ludovic Josse, qui est donc également, est-ce qu'on va le dire, paysan fromager, oserons-nous le dire,
qui va venir parler et un peu raisonner de l'expérience de Jean-Sébastien pour dire comment, à partir de cette expérience du Covid, ils ont dû rapidement s'organiser sur la ferme avec les associés, mais aussi avec tout le territoire et dans des espaces collectifs. Et puis pour venir avec Monsieur Hamon et puis Yuna, venir dire comment le RMT, mais aussi d'autres espaces, sont venus réfléchir à ces notions et comment le RMT il peut justement venir aider des agriculteurs, des agricultrices, des transformateurs à vis-à-vis de leur expérience ou la tête dans le guidon et puis dans de la difficulté, à des moments, à avoir des espaces de recul, à avoir des chiffres à mettre à plat et d'être capable de les traverser ces transitions-là pour prendre des décisions ou d'autres.